Secret de fabrication. Secret de fabrication. Michel Cotta. Hervé Modic. Pierre-Olivier Scotto. Bienvenue à l'Atrium de Chaville, cher Michel Cotta. Merci de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour nous. On va parcourir votre vie assez incroyable, même si votre modestie va peut-être en souffrir un peu. Est-ce que la jeune fille niçoise imaginait, dans sa prime jeunesse, avoir un tel parcours? Avait-elle envie de faire ce parcours? Avait-elle d'autres désirs? Est-ce qu'elle était heureuse à Nice, cette jeune fille? C'est curieux. Oui, j'ai été très heureuse à Nice. Finalement, c'est une ville que j'adore. Je regarde toujours ce qu'elle devient, où elle en est, où sont les nouvelles constructions. Puis j'y vais de temps en temps. C'est une ville que j'ai beaucoup aimée. Et tout en ayant, dès, je crois, à l'âge de 13-14 ans, l'impression que si je ne voulais pas faire le métier de mes parents, et je ne voulais pas me mettre dans le même moule, il fallait que je parte à Paris. Et pour moi, l'expression « monter à Paris », depuis que je suis toute petite, est quand même importante. Et même quand j'avais commencé à écrire des articles dans les journaux de collège, de lycée, dont un hebdomadaire qui s'appelait Voir Clair, enfin bon, qu'on distribuait, vous savez, dans les casiers des professeurs. Ah oui. Qui étaient furieux. Et donc j'avais quand même, mais je me disais que je ne pourrais pas, qu'il fallait que j'écrive ailleurs, que je monte voir la capitale, voilà. Et ça fait partie d'ailleurs pendant très longtemps de l'ambition de très jeunes gens qui sont montés à Paris. Puis maintenant, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. Plutôt l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui essayent de partir de Paris. Vos parents étaient avocats, je crois, et votre père, maire de Nice. Oui, en fait, de 45 à 47, c'est-à-dire il y a très longtemps. Vous étiez un peu bercé par la politique, quand même. Ah, mais c'était pas que j'étais bercé dans la politique, c'est que j'étais amené, mais vraiment quand j'avais 3-4 ans, dans les tours du département. C'était à l'époque un scrutin départemental dont qu'il devait parcourir pour être élu. Il ne l'a pas été d'ailleurs à l'Assemblée nationale, mais il a choisi d'être maire. Et donc je connais l'arrière-pays niçois, je crois comme personne. Et je me rappelle que j'étais si petite que j'étais entre le chauffeur de la mairie, que j'adorais d'ailleurs, et la porte. On ferait jamais plus ça. Ah oui. On ferait jamais plus ça. Bien sûr. Et la personnalité de la petite Michel Cotta, vous vous souvenez de comment vous étiez? Avec vos frères, vous avez plusieurs frères. Non, j'ai un frère. Alain. Je m'entendais très bien avec mon frère, qui était une sorte de protecteur, mais 4 ans, quand on est petit, c'est beaucoup de différence. Il a 4 ans de plus que moi, donc quand il avait 16 ans et qu'il commençait à courir les filles, moi j'en avais 12, et je restais à la maison, bien sûr. Et vous étiez déjà très active, vous aviez envie de quoi, en fait, de faire quoi? Alors, j'avais d'abord envie de faire du théâtre, et d'ailleurs j'en ai beaucoup fait à Nice, puisque je suis rentré au conservatoire de Nice. Ah oui. Et après, j'ai fait pas mal de tournées étudiantes. Il y avait à ce moment-là des congrès ou des tournées plutôt de théâtre étudiant qui étaient organisées. Et donc, je me rappelle avoir hérité des Jours heureux, qui était une pièce que nous jouions à Lille, à Valenciennes, j'ai fait Roubaix, oui, ça, oui, à ce moment-là. Le Nord. Pour moi, c'était ma première sortie. J'avais 18 ans. La première sortie, c'était les Corons du Nord. J'ai adoré le Nord. Et vous adoriez le théâtre? Oui, c'était très bien. Après, c'était plus difficile parce que quand on est en amateur, c'est vrai que j'étais pas mauvaise, mais quand on arrive et qu'on se confronte à des vrais bons, on s'aperçoit que pour réussir dans ce métier, il faut être très très bon et pas un peu. Donc j'ai abandonné. Voilà. Et donc ça a été Sciences Po ensuite alors. C'est ça. Donc je voulais monter faire du théâtre à Paris, mais je vais tout vous raconter. Hein. Dites-nous tout. Pardon, mais enfin bon. Donc je voulais monter faire du théâtre à Paris. Donc je me suis dit, il faut que je dise à mes parents
que je suis obligée de monter à Paris en faisant des études, parce que alors j'ai cherché partout quelle école n'existait qu'à Paris. Et j'étais déjà licenciée en lettres quand même, et j'ai dit je veux faire Sciences Po. Et on m'a dit, mais pourquoi Sciences Po? Mais non, c'est à Paris, c'est pas possible. Trouve quelque chose à Aix-en-Provence, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de faculté à Nice. Ça existe depuis, oui. Bon, trouve quelque chose là. Et donc, je dis, non, je ne veux faire que Sciences Po. C'est la seule chose que je veux faire. Et je les ai tellement tympanisés qu'au bout d'un certain temps, on m'a laissé partir à Paris. Et c'est une fois que je suis arrivée à Paris que je me suis aperçue que je préférais la littérature et la politique au spectacle et que j'avais peut-être plus d'intérêt à travailler dans ces deux secteurs et donc à faire du journalisme par la suite plutôt qu'à m'échiner à trouver des rôles qu'on ne trouve généralement pas d'ailleurs. Qu'on trouve généralement pas. Et votre premier journal important, c'était Combat, c'est ça? C'était déjà pour la politique? On peut pas dire que ça n'était pas un journal. J'étais pas du tout intégré à Combat. Et Combat, d'ailleurs, était un journal qui vivait très chichement, oui, pour ça. Qui avait un propriétaire assez riche, mais qui ne payait pas ses journalistes. Et c'était surtout quelqu'un dont j'ai fait la connaissance à l'époque, qui était Philippe Tesson, qui était son rédacteur en chef, son directeur même. Et donc, c'est parce que j'ai connu Philippe Tesson, j'étais à ce moment-là à Sciences Po, que Philippe Tesson m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne feriez pas vos armes ici, après tout voilà. Alors j'ai commencé à interviewer des gens comme vous, et puis après j'ai une chance formidable qui est Philippe Tesson, qui est toujours un peu provocateur, qu'il était à l'époque et qu'il est, Dieu merci, encore aujourd'hui. Un autre passionné de théâtre, d'ailleurs. Tout à fait, oui. Mais c'est devenu sa vie, alors, pour le coup, aussi, le théâtre. Et m'a dit, c'était après, donc, évidemment, c'était des temps que les gens de 40 ans ne peuvent pas connaître, mais c'est après l'épisode où Mitterrand avait donc eu ses malheurs à l'Observatoire. Oui. Et donc, personne ne le voyait depuis 6 mois. Et Philippe Tesson me dit, écoute, il va dans un colloque, là, c'est la première fois qu'il sort, il va dans un colloque à Royaumont. Alors, si tu me ramènes un truc de Mitterrand, alors ça, vraiment, bravo. Ça. Et j'arrive à cet endroit, à l'abbaye de Royaumont, qui est d'ailleurs très belle, où on fait de très beaux séminaires. Et les gens étaient réunis autour d'une commission des droits de l'homme qui était présidée par le bâtonnier Torp, je me rappelle. Et Mitterrand était quand même encore quelqu'un d'un peu sulfureux. Alors, on l'avait invité, mais il ne fallait pas qu'il la ramène. Ce qu'il avait très bien compris, d'ailleurs. Et donc, il arrive en dernier et il se met en bout de table, au lieu d'être à la table. Et il se trouve qu'il se met en bout de table à côté de moi. Parce que les journalistes étaient effectivement en bout de table. Et à ce moment-là, on a commencé à parler. Et il m'a parlé. Et donc, je suis rentrée en disant à Philippe Tesson, j'ai pas une interview, mais j'ai quand même quelques notes que tu peux rajouter dans tes papiers. Magnifique. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai connu Mitterrand. Alors après, à l'Express, j'ai beaucoup suivi la gauche pendant des années. Donc, j'ai fait toute l'aventure. Et je me rappelle avoir écrit 150 fois dans ma vie, pendant que Mitterrand perdait d'élection en élection. Parce que quand même, il a réussi, mais de 65 à 81. Alors, j'écrivais la route est longue, elle est ardue. J'ai dû écrire ça 150 fois entre le moment où le général de Gaulle est arrivé au pouvoir et le moment où François Mitterrand a succédé. Vous le suiviez de temps en temps dans la Nièvre, au Vieux-Morvan, oui, bien etc. sûr, tous ces parcours mais solitaires. Avec des tas de journalistes. Alors, il était un marcheur invétéré. Oui. Et moi, je ne peux pas dire que je suis une grande marcheuse, je suis de moins en moins. Mais bon, donc quand même, il fallait faire des kilomètres. Et alors, il s'arrêtait, il disait, cet arbre, c'est un je sais pas quoi. Et moi, je suis citadine, je suis née à Nice. Moi, à Nice, il y a des galets de la plage, oui. et quelques pins dans l'arrière-pays. À l'arrière-pays, oui, c'est ça. Donc, je connaissais absolument rien aux arbres. Et il passait son temps
à m'expliquer que tel arbre, c'était le hêtre et tout ça, ce dont je me fichais absolument, d'ailleurs, et ce dont en plus je ne pouvais pas écrire. Mais c'était le parcours obligé. Si on voulait avoir une phrase, à un moment donné, il fallait être dans le parcours obligé. Alors, dans ce parcours obligé, on était un certain nombre de journalistes, toujours à peu près les mêmes, puisque les rédactions désignent généralement des journalistes pour suivre un homme politique. Alors, après, je m'en suis un peu échappé en faisant d'autres interviews et d'autres hommes politiques pour l'Express. Mais enfin, j'ai ce souvenir de balades interminables tout autour de Château-Chinon. Tout autour de Château-Chinon. Mais qui n'étaient pas inutiles et qui étaient... voilà, j'ai pas retenu les arbres, mais j'ai retenu plein d'autres choses. L'homme était très secret déjà, ou il entretenait son rapport avec les journalistes à l'époque? Ils étaient inexistants avec les journalistes déjà de l'ORTF. Je vous rappelle, ça a été très important pour lui, je le dis, mais comme il était complètement blackboulé. Vous savez, j'ai fait pour Sciences Po une étude sur les temps de parole des hommes politiques avant 1965. Ben, je peux vous dire que la représentation de l'opposition était nulle. Et elle a commencé avec la première campagne électorale de 65, où les Français ont découvert sur leurs écrans des gens qu'ils n'avaient jamais vus. Jean Le Canuet, qui était le patron du parti centriste, et qui a été une révélation à l'époque. Oui, le jeune Kennedy. Parce qu'il était très beau, très... On l'appelait Dent Blanche, d'ailleurs. Oui. Ça a peut-être desservi, ça, finalement. Peut-être. Le côté Kennedy l'a servi, le côté Dent Blanche, évidemment. Un peu moins. Et donc, les gens ont découvert avec... étonnement. Donc c'est pour expliquer que les journalistes de l'RTF n'étaient pas là. Il y avait en général les journalistes des 3 hebdomadaires qui étaient l'Observateur, l'Express et puis Le Point. Et il y avait les quotidiens, généralement, naturellement Le Figaro et Le Monde, le reste étant plus ou moins présent. Mais donc effectivement j'ai suivi... mais après, je me suis abstrainte dans toute ma vie, où après, je n'étais plus... j'étais rédacteur en chef ou directeur de la rédaction, à suivre toujours un meeting de chaque candidat à chaque élection présidentielle. Et donc, je l'ai fait encore cette année. Je crois que j'irai en chaise roulante en 2 ans. Vous allez le faire l'année prochaine. Mais il faut, parce que il y a une atmosphère qui... Très pratique. Et on comprend. On voit les électeurs potentiels. On voit, parce que, en plus, maintenant, on voit les gens, évidemment, à la télévision plus facilement. Et alors, peut-être que leur apparition publique est à la fois plus rare, mais au fond, plus intense. Et alors, il se révèle. Il y a tellement d'hommes politiques qui étaient favoris, qui ont perdu l'élection parce qu'ils n'ont pas été très bons au meeting. En mythique, je ne sais pas, à la télévision, ça c'est... La télévision, encore plus. Ce qui était le cas de Mitterrand, d'ailleurs, au début. Au début, bien sûr, oui, justement. Ceci expliquait cela, il n'en avait jamais fait. Il n'en avait jamais fait, et il avait la conviction que derrière la caméra, il n'y avait que des ennemis. Alors, pas les techniciens, évidemment, pas les techniciens, mais tous les directeurs de l'ORTF ont toujours été contre lui, et ça se savait. Alors, vous me demandez si c'était un homme secret? Oui. Oui, toujours. Je ne dirais pas secret d'ailleurs, mais il avait des tiroirs. Des tiroirs. Alors il y avait un tiroir pour un ami qui voyait sans que jamais les autres le sachent. Il y avait un tiroir effectivement pour la presse, mais enfin il y avait un tiroir pour les femmes évidemment. Il y avait, vous voyez, il mettait tout ça. Les gens ne se rencontraient pas. Et moi, par exemple, je me suis aperçu avec une stupeur qu'en 81, Roland Dumas, qui était pourtant un de ses amis intimes, ne connaissait pas tellement bien André Rousselet. Ah oui. Donc les choses étaient contingentées. La seule personne qui faisait le lien entre lui et Le Monde, dont celui des journalistes, c'était Georges Dayan, et qui est mort juste avant son élection. Qui n'a pas vu sa victoire de 81. Qui n'a pas vu sa victoire. Alors à cette époque-là, pour l'instant, on parle un peu des années 70, c'est effectivement l'Express pour vous. Oui. La belle aventure de l'Express, François Giroud, Servan-Schreiber, comment ça s'est passé avec ces monstres sacrés? D'abord, je ne vais pas vous dire, c'était pas des monstres, justement. Ça change un peu de notre époque, où les gens se prennent pour des monstres sacrés parce qu'ils montrent leur visage. Là, c'était pas des monstres, c'est les patrons.
Voilà. C'est les patrons de presse et les meilleurs que j'ai eus, avec Claude Imbert peut-être après par la suite. Mais c'était à la fois un tandem de romans. Moi, je suis entrée. Françoise Giroud avait fait une tentative de suicide parce qu'elle quittait Jean-Jacques 2 ans avant. Elle était revenue au journal. Elle en était encore la patronne, toujours très proche de Jean-Jacques. Et c'était un duo très très complémentaire. Très complémentaire. D'abord parce que Françoise travaillait beaucoup ses papiers, travaillait beaucoup les papiers des autres, très, très longtemps. Quand on a... Pour les unifier un peu, c'est normal. Après, on trouve le style express, mais au début, elle était... Donc, c'est quelqu'un qui était au bureau à 9h du matin, qui en sortait à 10h du soir. Et Jean-Jacques était... l'homme des idées, l'homme des titres, celui qui donnait un sens de l'aventure. Alors, je me rappelle quand j'allais déjeuner avec Françoise Giroud, on était à ce moment-là à Champs-Élysées, à l'Express. Elle me disait brutalement à 2h l'après-midi, elle se levait, elle me disait qu'est-ce qu'il m'a encore inventé comme titre. Et alors, il revenait et il y avait une longue discussion sur les titres à laquelle je ne participais pas, évidemment. Enfin, grâce à Françoise Giroud, je crois que je n'aurais jamais été journaliste et je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait si je n'avais pas eu quelques conseils que Françoise, après, a distillés dans un livre, mais là, qu'elle me réservait, parce que j'étais son assistante, et elle me réservait ses nouvelles. Alors, quand j'ai commencé à écrire, vous savez, quand on est universitaire, on a un style universitaire. Bon, c'est pas Raymond Barre, c'est pas le choix que vous faisiez de Raymond Barre. Bon, par exemple, c'est vrai qu'il y a un style universitaire qui s'applique à l'université, mais qui est impossible ailleurs. Et alors, je me rappelle, elle m'avait donné 2 conseils, c'était très très bon. La première était quand vous commencez un papier, vous venez d'avoir un accident, de voir un accident dans la rue. Qu'est-ce que vous me dites? Vous commencez. J'ai vu un accident dans la rue. Vous me dites pas, ils se sont levés ce matin à 7h, chacun de son côté, ils sont arrivés, etc. Et ils ont eu un accident. Bon, donc déjà, vous savez qu'il fallait commencer plein pot, quoi, par l'information. Bon. Et ensuite, elle me dit aussi, dans un papier, dites-vous bien qu'on doit pouvoir enlever toujours le premier paragraphe. Il faut essayer de commencer par le second, vous verrez, ce sera plus vif, parce que effectivement, il y a un premier paragraphe quand même d'exposition, puis un deuxième. Mais tout, je peux pas vous dire. Elle m'a appris à m'habiller, elle me donnait ses robes du soir la première fois où je suis allée à l'opéra. On a eu une vie assez agréable, assez proche pendant 1 an ou 2 dans les 2 premières années de l'Express. Après, j'ai changé, j'ai passé au service politique, et donc là, je n'étais plus son assistante, donc j'étais davantage prise ailleurs. Enfin, je l'ai regardée vivre, et elle m'a appris vraiment beaucoup de choses, y compris le travail. Voilà, y compris le travail, parce que au fond, ce qui m'est resté pour écrire, il faut travailler. C'est-à-dire, il faut regarder, il faut passer une journée même à relire des choses qu'on croit connaître par cœur. Alors maintenant, il y a Wikipédia et Internet, ça aide à retrouver des papiers. Oui, bien sûr. Mais c'est une époque où nous, on travaillait avec des archivistes, avec des gens qui nous faisaient des archives sur chaque dossier. Et par conséquent, on ne se mettait pas dans n'importe quel papier d'emblée. Bien sûr. Elle disait toujours, elle a raison, si on travaille 13 heures et si les autres travaillent 12, on est meilleur. Et François Giroud a transmis cet amour de ce métier à toute une génération de journalistes, et en particulier à beaucoup de femmes. Pas seulement à vous, parce il y a eu Catherine Ney, il y a eu beaucoup d'autres comédiennes. Journalistes, je veux dire. Catherine Ney et moi, on est entrés en même temps. On ne s'est jamais quittés, d'ailleurs, puisqu'on travaille toujours ensemble maintenant. On a eu des parcours différents, mais on sait. Mais alors justement, là était un début d'ambiguïté, parce que c'est Jean-Jacques qui a eu l'idée de mettre pour la première fois 3 femmes dans l'univers politique. C'est-à-dire, nous avons débarqué à l'Assemblée nationale
Je peux vous dire que nous ne sommes pas passés inaperçus la première fois. Et Françoise, au contraire, était réticente, avec un raisonnement que je comprends très bien et que souvent je partage, c'est qu'il ne faut pas justement faire des femmes une race à part qu'on envoie conquérir, puisque c'est ainsi qu'on nous a toujours dépeint, on va conquérir le milieu politique. Donc elle était plutôt ambiguë, et puis là-dessus, à un moment donné, on était derrière elle, et elle savait qu'à tout moment, elle pouvait dire à l'une ou l'autre d'entre nous, non, ça vous faites pas, ou ça vous faites. Et ça nous a beaucoup servi, finalement. Mais ça prouve que l'élan était donné par Jean-Jacques. Bien, pour le bien et pour le pire. Hein, parce qu'après, bon, l'élan était donné par Jean-Jacques. L'idée était donnée par Jean-Jacques. La bataille était... Et Françoise, derrière, aplatissait les choses, écrivait d'une manière formidable et mettait au fond, au point, les idées de Jean-Jacques, et mieux que Jean-Jacques. Elle le décryptait et elle le... et puis elle avait un talent d'écriture unique, quand même. Ouais. Au niveau, vous parliez de littérature au tout début de l'entretien. Vous disiez, j'avais envie de faire de la littérature et puis journaliste. Votre rapport à la littérature, alors, parce que vous êtes écrivaine aussi, enfin, ou autrice, je sais pas comment vous dites, écrivain. Allez. Oui, enfin, vous écrivez. Oui, j'écris. Voilà. Voilà. Avec qui j'écris beaucoup, mais je suis pas sûre d'être un écrivain. Mais enfin bon, écoutez, je sais pas, j'adore lire. J'ai toujours aimé ça, et j'ai toujours gardé 1 heure de ma vie pour le soir, et généralement maintenant avec mon mari, pour relire les classiques. C'est-à-dire que je passe mon temps, et depuis des années, à refaire intégralement tous les classiques. Et puis j'ai quand même du temps pour lire les nouveaux romans. Encore que je dis j'ai du temps pour lire les nouveaux romans, c'est pas vrai. J'ai du temps pour lire les nouveaux livres qui sortent, mais j'ai tendance à lire les livres politiques, les essais, plus que... On se refait pas. Oui, voilà. Mais enfin, je peux vous dire que je ne pourrais pas ne pas lire. C'est Françoise Giroud, en fait, que vous a vraiment mis la plume à la main. La plume, oui, l'envie de la littérature, d'autres, mais la plume, oui, tout à fait. Et puis qu'il a, elle m'a pas simplement donné la plume, elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a beaucoup aidé à dire comment on faisait un papier, quelles images on employait, qu'il en fallait pas trop, qu'il fallait pas que ce soit trop long, qu'il était plus facile de faire un papier trop long qu'un papier plus court et plus dense. Enfin, je crois que toutes les leçons, c'est elle qui me les a données. Alors, Michel Cotta, on vient de parler de la plume et de l'écriture, et puis les années 80, c'est beaucoup l'audiovisuel. 81 en particulier, le grand débat, Mitterrand, Giscard, le second, puisqu'il y en avait eu un en 74, que l'on considère comme gagné par Giscard, perdu par Mitterrand. Vous présentez ce débat avec Jean Boissonnat. Vous pouvez nous en parler un peu ? Quel était votre ressenti ? Vous disiez que cette fois-là, la peur, le trac, on revient au théâtre. La peur, oui. Non, d'abord, j'avais jamais fait de télévision autre que des interventions rapides et une émission chez Pivot que j'avais fait une fois sur un livre. Mais donc, j'avais jamais fait de télévision et jamais interviewé d'hommes politiques à la télévision, jamais interviewé 2 hommes politiques opposés à la télévision et jamais devant 30 millions de téléspectateurs. Quoi. Alors, on l'a su le vendredi. L'émission a eu lieu le mardi et nous n'avons su que le vendredi, puisque je sais que quand je suis rentré à RTL, où j'étais à l'époque, on m'a dit tu sais que c'est toi qui fais le débat, et je ne le savais pas. Donc, alors ça a été choisi. Mon nom a été choisi au terme d'un long entretien entre les équipes différentes de Giscard et de Mitterrand. Giscard a dit moi je prends n'importe qui par ordre alphabétique. Boissonnat, Cotta. Et donc Boissonnat, Cotta. Tandis que Mitterrand avait désigné Jean-François Kahn, Boissonnat, moi et un 4e, et Guy Thomas. D'accord. Bon, et
Donc c'est là où Giscard a dit je prends les premiers par ordre alphabétique. C'était moi. Démocratique. C'était Boissonnat et moi. Voilà. Alors, il y avait les équipes, il y avait Moatti, il y avait tout. Alors ça, nous ne les avons pas vus. Ah, d'accord. On s'était enfermés tout de suite dès le samedi matin chez Boissonnat, je me rappelle, et on a sans contact du tout avec les équipes qui préparaient. Parce que sinon, les équipes qui préparaient, elles étaient en train de Moatti essayer de prendre le meilleur cadrage de Mitterrand. Les équipes techniques disaient est-ce qu'il faut que les candidats soient à 2 mètres, 2 mètres 50, 2 mètres 10. Alors on posait la question aux candidats qui disaient 2 mètres 10. Alors on faisait des tables à 2 mètres 10. Mais ça, on n'a pas du tout participé. D'accord. Vous êtes protégé. C'était Badinter qui dirigeait du côté les négociations du côté de Mitterrand. Et c'était Herzog qui était le réalisateur choisi par Giscard, qui était aux commandes. Alors donc on a répété des questions, on a découpé notre émission jusqu'au lundi soir. Mais vraiment avec un volume de questions et de réponses infini. Et puis on est arrivé le mardi pour enregistrer. C'était à la maison de la radio. Et alors, il y avait deux studios de maquillage. C'est quelque chose que je me rappellerai toute ma vie. Il y avait 2 studios de maquillage. L'un était pour Mitterrand, l'autre pour le président Giscard. Et les journalistes, avant, on se faisait maquiller avant. De sorte que j'étais en train de me faire maquiller parce que Mitterrand est entré dans la pièce. Et j'ai dit, ah non, mais on n'a pas le droit de se voir. Et à ce moment-là, la maquilleuse, qui s'appelait Nelly, je me rappellerai de sa vie, elle dit, non, mais je vous prends, monsieur le président. Et quand il est parti, donc il est ressorti de la pièce 2 minutes, moi j'ai fini vite, et je dis à la maquilleuse, vous l'appelez déjà le président, vous? Ah. Elle me dit, ça m'est venu comme ça. Ah, c'est intéressant. Oui, parce que ça précède la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'une fois qu'on a dit couper, ça y est, c'est fini, est-ce que dans les minutes suivantes, vous vous êtes dit Mitterrand va gagner et non, pas du tout. Non. Parce que ça s'est fait très peu de voix. Ce que je savais, c'est qu'il avait perdu la première émission de 1974 avec Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. J'ai un cœur qui bat comme le vôtre. Bon, il avait perdu et il s'en était voulu pendant 7 ans d'avoir perdu. Donc je suis persuadée que pendant 7 ans, il a dû se dire qu'est-ce que je peux sortir, moi, un truc comme ça. Et il a trouvé donc l'homme du passé, l'homme du passif. Je ne suis pas votre élève aussi. Je ne suis pas votre élève, vous n'êtes pas mon professeur. Voilà. Et il a trouvé surtout l'homme du passé. L'homme du passif. Moi, je suis peut-être l'homme du passé, mais vous êtes l'homme du passif. Mais estomaqué, littéralement, Giscard, qui ne s'attendait pas à ça, et là aussi qui a été désuni, comme bizarrement Mitterrand l'avait été 7 ans auparavant. C'est un match de boxe, en fait. C'est comme un match de boxe. Il a donné le bon coup au bon moment. Giscard a eu tort, évidemment. Mais, au fond, on se demande toujours comment les hommes politiques ne se connaissent pas davantage, quoi. Bien sûr que Mitterrand n'était pas un économiste. Et bien sûr que Giscard passait son temps à dire il ne connaît rien en économie. Simplement, pour faire une émission de ce genre, on se prépare. Et pour se préparer, on est avec, si on est Mitterrand, on est avec de grands économistes qui vous disent exactement ce que vous répondez. Donc, on peut pas mettre quelqu'un, on peut pas traiter quelqu'un comme l'avait fait Giscard en disant est-ce que vous savez, monsieur Mitterrand, le cours du mark? Bah oui, il le savait. Voilà, il le savait. C'est le prix de la baguette, quoi. Voilà. Oui, c'est le prix de la baguette. Mais là, je vous rappelle que c'est Françoise Giroud qui avait posé la question au grand jury d'RTL. Et que la personne en question, qui était Giscard, n'avait pas su répondre. On lui doit beaucoup d'expressions. François Giroud, tirer sur une ambulance, tout ça. Ça, elle avait un art de la flèche au dernier paragraphe, et même à la dernière ligne. Qu'est-ce qu'on ressent pendant un débat? Ça doit être incroyable. C'est une grande représentation avec 30 millions de gens en face. Qu'est-ce qu'on ressent? On est dedans et puis on y va, ou est-ce qu'on... Non, on est dedans, on y va, on pense plus à soi,
On pense même pas à son image. Je veux dire, on n'aurait pas l'idée de se dire comment je suis coiffée. On s'en fiche. Et on se dit quand même qu'il y a tant de millions, que c'est capital, que c'est un moment capital, qu'il faut pas faire de faux pas, mais qu'à la fois on est tenu quand même d'abord par des horaires, c'est-à-dire que on est tenu à des horaires précis, ensuite à des questions politique, c'est vite fait, hein. Politique extérieure, économie. Bon. Et puis, si on veut, on met un peu de culturel à la fin. Mais donc, il fallait à la fois... Il reste du temps. Ouais. Exactement. En période électorale. En période électorale, après, on n'en parle plus. Après, c'est autre chose. Mais voilà, on se dit tout... D'abord, on se sent comme une... On a devant soi des montres, des réveils qui vous signalent que Mitterrand est à 13 minutes et que Giscard est à 15, et que donc, alors, il faut laisser rattraper, évidemment, puis après, il ne faut pas qu'il se dépasse. Et puis, ça, à la fois, c'est gênant, mais comment vous dire, ça donne une ossature. Oui, ça vous cadre, quoi. Oui. Ça cadre l'émission, quand même. Et il n'y a qu'une fois, mais où on a laissé passer volontairement et les cadres. Ça, c'est plus tard pour l'émission 88 entre. Dont on va parler dans un instant avec Jacques Chirac. Avec Jacques Chirac. Mais là, donc, on était un peu des chronomètres. Voilà, on se sentait des chronomètres, mais obligés de ne pas oublier de questions que les Français ne se posent. Alors, c'était un peu une gymnastique. Et voilà, et donc ça s'est relativement bien passé. Ils se sont dit au revoir. Poliment. Enfin, sans s'attarder. J'imagine. Sans s'attarder. Et à ce moment-là, évidemment, je me suis dit, objectivement, celui qui a gagné l'émission, c'est Mitterrand. Parce qu'à un moment donné, j'avais vu Giscard pendant l'émission, à un moment donné, il avait levé les yeux au ciel, en se disant, voilà, il raconte n'importe quoi, et moi je peux pas dire ma vérité. Et quand il a levé les yeux au ciel, je me suis dit, il sent que il ne tient, c'est pas lui qui organise les choses. Donc, il a perdu la main ce jour-là. Ouais. Alors voilà, mais sans aucune certitude. Et puis les sondages sont tombés donc le lendemain matin, 52-48. Et à partir de là, effectivement, on a considéré que Mitterrand avait gagné. Mais enfin, je vous rappelle qu'au début de l'année, personne ne donnait un iota, a donné un slotty pour Mitterrand. Et l'année d'avant, c'était Michel Rocard qui était en pole position. Oui, mais ça, il a 14 mois avant. Il a mal géré sa pole position. Et surtout, il a même été candidat. Là aussi, quand je disais je suis toujours étonné de la façon dont les hommes politiques ne se connaissent pas. Quand Michel Rocard avait dit « Mon cher François Mitterrand, je ne serai pas candidat si vous l'êtes », je me suis dit, il est fou de dire un truc comme ça. C'est terminé. Il est fou, c'est terminé. Et donc, je me suis dit, mais s'il avait connu une seconde de ce qui se passait, le déclic de Mitterrand, quand il dit, je ne serai pas candidat si vous l'êtes, c'est fini. Quelle perche lancée, donnée. Alors, François Mitterrand est élu. Vous parliez tout à l'heure de l'ORTF. Et un des grands changements, c'est évidemment l'arrivée des radios libres, dites libres à l'époque, etc., de nouvelles chaînes de télévision, et la Haute Autorité. La Haute Autorité qui est l'ancêtre du CSA maintenant, aujourd'hui. Et vous en êtes la présidente. J'ai d'abord été à Radio France, président de Radio France, mais juste pendant un an. Un an, c'est ça. Et je le regrette beaucoup parce que c'était une maison formidable. Une magnifique maison, oui. C'est une magnifique maison. J'adorais les orchestres. J'ai connu des tas de trucs que je connaissais pas comme journaliste, évidemment. Alors, je vous cache pas que pendant 6 mois... j'ai essayé de me mettre au courant. Une fois que je l'étais, j'ai changé. Alors... Vous étiez obligé de changer? Vous pouviez refuser j'ai pas refusé. Voilà. Vous avez raison. Parce que j'aurais pu dire non. Mais la Haute Autorité. Non, c'est pas rien. C'est-à-dire que voilà, la vie va. Et après tout, j'étais pas obligé. J'aurais dit non. J'aurais peut-être pas eu non plus Radio France. Hein. Rien. Je sais pas. Ça m'amusait. C'était une expérience. Ça n'avait jamais été tenté. Puis j'y croyais beaucoup. Je croyais beaucoup qu'il fallait justement équilibrer les temps de parole, équilibrer les idées et faire de ce moyen de communication unique
quelque chose d'égalitaire pour l'ensemble des partis politiques. J'y croyais beaucoup. Je croyais à l'équilibre des programmes. Je croyais à une complémentarité entre toutes les chaînes. Il y en avait que 3 quand on est arrivé. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Voilà, nous étions 9 nommés à la haute autorité. 9 qui ne nous connaissions pas, ou à peine. Vous étiez bien entouré, il y avait des personnalités remarquables. Voilà. Et on a eu finalement un bonheur formidable à être ensemble, et ça restera, alors que dans un organisme de ce genre, surtout quand il est nouveau, on a plein d'ennuis, plein de gens qui se plaignent, plein de gens qui disent que vous êtes à la solde du pouvoir, même si vous n'avez pas été nommé, même si vous avez parmi vous des gens qui auraient été nommés par le président du Sénat, de l'opposition, etc. Alors, ou vous êtes des valets du pouvoir, ou au contraire, vous essayez de montrer votre indépendance. Bref, vous en prenez de tous les côtés. Et pourtant, je vais vous dire, j'étais très heureuse à la haute autorité. Ça surprend beaucoup les gens quand je le dis, mais c'était surtout à cause de la qualité des personnes qui étaient avec moi, qu'elles viennent de la droite ou qu'elles viennent de la gauche, et qui étaient, je trouve, où on a trouvé un art de collaborer. Après tout, pour eux, c'était pas évident. J'étais la plus jeune et j'étais une femme. Et vous étiez une femme. Alors... c'est Mitterrand qui vous avait ah oui, c'est proposé. Mitterrand qui m'a nommé. À ce moment-là, le président de la République nommait le président, mais donc c'était le président de l'Assemblée nationale qui en nommait 3, le président du Sénat qui en nommait 3, donc généralement d'opposition, et le président qui en nommait 3. Il y avait Jacqueline Baudrier encore à l'époque? Non, Jacqueline Baudrier était... Il avait beaucoup de mémoire, Mitterrand, l'observatoire à la haute autorité. Vous croyez qu'il faisait le fil entre le premier interview que vous avez eu? Oh, bah, tout à fait. Il avait une mémoire extraordinaire, oui. Ah oui, non, ça, tout à fait, oui. Ça, mais enfin, je pense pas que... L'un n'explique pas l'autre, mais... la première interview de votre part, tout d'un coup, vous êtes nommé à la haute autorité, c'est magnifique. Je veux dire, c'est vraiment un parcours... Oui, enfin, vous auriez pu écrire un livre sur Mitterrand, je ne sais pas si vous l'avez peut-être fait, d'ailleurs. J'ai écrit des carnets sur la Ve République dans lequel il y a beaucoup de... J'ai écrit récemment un livre sur Mitterrand qui est celui que je préfère de ce que j'ai écrit, qui s'appelle Le Paris de Mitterrand, qui est un tout petit livre dans lequel je me suis fait très plaisir de revenir sur tout ça. Voilà. Donc jusqu'en 86, la haute autorité, c'est au moment jusqu'à la première cohabitation, c'est devenu le CSA, hein, c'est ça, c'est Gabriel Debreuil. C'est devenu le CNCL. CNCL, et c'est Gabriel Debreuil qui dirigeait. Gabriel Debreuil, donc avec qui j'étais... c'est ça, à la haute autorité. C'est ça, voilà, il y a des moments où la politique reprend son droit. Bien sûr. Et il était venu à droite, il a été nommé par la droite. Bon, mais c'est au contraire quelqu'un aussi qui connaissait très très bien le mécanisme de la télévision. Mais la CNCL était composée de 13 personnes. Il n'y avait pas assez de représentants de la gauche, puisqu'il n'y en avait que 2. Donc c'est une institution qui a immédiatement fait débat aussi, de sorte que lorsque François Mitterrand est revenu à gagner les élections de 88, il a fait le CSA. Alors 88, le fameux second débat, Mitterrand-Chirac, c'est encore vous, avec Élie Vanier cette fois-ci. Avec Élie Vanier, parce qu'il y avait tellement eu de difficultés, alors là j'étais à TF1 et Élie était à France 2, mais il y avait eu tellement eu de difficultés pour... les présentateurs se bagarraient tellement pour présenter l'émission qu'on nous avait dit, bon, c'est les deux directeurs de l'information. Voilà, on ne va pas plus loin, c'est les deux directeurs de l'information. Voilà. Et alors là, c'était complètement différent, dans une atmosphère électrique. Mitterrand ne détestait pas Giscard, c'était un adversaire politique. Mais là, au bout de 2 ans où il avait cohabité avec Jacques Chirac, ça lui est arrivé après avec Balladur, il a détesté aussi Balladur. Oui, il l'a même humilié à l'hôtel de ville. Mais c'est même au bout de 2 ans, il lui en voulait beaucoup, il s'était beaucoup fait de croche-pied sans le dire tout en le disant. Puis il voulait être élu, tout simplement. Et puis, il voulait être élu et il sentait qu'il était dans une position pour l'être. Parce qu'après tout, après 86, où il avait perdu sèchement les élections législatives, il sentait que là, au fond, la cohabitation lui avait donné un peu d'air. Toutes les mesures avaient été prises par Chirac, avaient été défendues par Chirac. Lui-même les avait critiquées.
Donc, au fond, il était apparu au fil du temps, d'abord, effectivement, d'une virginité à l'autre, et puis sage. Il était devenu beaucoup plus, dans l'esprit des gens, plus installé, et à la fois plus sage, puisqu'il n'avait pas participé aux décisions des 2 dernières années. Y compris dans la jeunesse, d'où le slogan de ces gays-là, Génération Mitterrand, etc. Voilà. Il y avait un côté rassurant il y avait un pour côté les jeunes. Tonton. Il y avait déjà un côté tonton, rassurant, avec les affiches, effectivement imaginées par ces gays-là, mais qui étaient, je ne sais pas si c'est pour la première campagne ou pour la deuxième, mais c'est une affiche qui a eu beaucoup d'importance, qui est le village autour de l'église. Ça, c'était en 81. C'était en 81. Bon, c'était à un moment donné où justement Mitterrand faisait peur. Oui. En France tranquille, c'était le slogan à trouver. Bien sûr. Le slogan à trouver. Bon, là, Mitterrand était à la fois plus tranquille, mais avec quand même une envie de régler des comptes depuis 2 ans. Mmh. Et Chirac était beaucoup moins. Pour le coup aussi, dans l'intervalle, Mitterrand était devenu bon à la télévision. Il avait appris. Tandis que Chirac, non. Chirac n'a jamais été un communicant ni de meeting, ni de télévision parfait. Encore qu'il il remuait les foules quand il y était, mais enfin c'est quelqu'un qui était un peu mécanique dans son évolution, dans sa voix, et là aussi manifestement il avait quand même sous-estimé Mitterrand. Il pensait qu'au bout de 7 ans c'était quand même l'occasion ou jamais de s'en débarrasser. Et alors à un moment donné ils sont entrés dans un débat qui avait alimenté la politique, qui était un terroriste qui avait été... Oui, Gorgi, etc. L'histoire de l'ambassade d'Iran. Oui. Voilà, l'histoire de l'ambassade d'Iran, où manifestement, il y avait eu... Je ne sais pas si Chirac avait caché quelque chose à Mitterrand, ou si Mitterrand faisait mine de se l'être vu caché. Je n'ai jamais eu le fin mot de l'histoire, et de toute façon, il ne l'aurait dit ni l'un ni l'autre. Et donc là, l'affaire, alors qu'on était encore une fois tenu par nos chronomètres, l'affaire a pris tellement d'importance entre eux, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez me dire, monsieur le Premier ministre... Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Et là aussi, je me suis dit, il ne le connaît pas. Quand on dit à Mitterrand, les yeux, est-ce que vous pouvez me dire les yeux dans les yeux ? Dans les yeux, il peut dire ce qu'il veut. Mitterrand. C'était une phrase un peu naïve, presque, de la part de Chirac. Et naturellement, il a dit les yeux dans les yeux, je le conteste. Et à partir de là, il a pris la main sur Jacques Chirac, et qui s'est senti en difficulté. Donc ça s'est accroché, ça a duré quand même cette séquence-là autour de Gorgi a duré un quart d'heure. Moi, je ne savais pas d'ailleurs si les gens comprenaient quelque chose ou pas, mais ils comprenaient en tout cas que les deux n'étaient pas d'accord. Voilà, ce qui est quand même l'essentiel dans un débat. Il y a eu cette phrase, vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Chirac s'est fait cueillir partout, parce que il avait raison de dire, permettez-moi de vous dire, monsieur Mitterrand, je sais ça par cœur. Permettez-moi. On a même fait une pièce de théâtre d'ailleurs depuis. Monsieur Mitterrand, que vous n'êtes pas ici candidat à la République, je ne suis pas votre Premier ministre, nous sommes 2 candidats. Bon. Et Mitterrand a fait un geste à la tête. Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. C'était une façon de dire, parlez toujours, je fais ce que je veux. Oui, voilà. L'art de la rhétorique que n'avait pas Chirac. Oui, c'est vraiment il avait d'autres qualités, qualités politiques, bien sûr. Mais il l'a prouvé ensuite. Meneur politique. Il a été élu en 95. Vous dirigiez l'information donc à France 2. Alors, TF1 à l'époque, oui, après j'ai changé. C'est un poste énorme. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce que c'est que diriger l'info dans une grosse chaîne de télévision ? Surtout TF1. Et TF1. Alors, je ne suis pas sûr d'ailleurs que je l'ai bien dirigé entre nous. Parce que la télévision, c'est pas la radio et c'est pas la presse écrite. C'est-à-dire que la télévision, les gens ont leur case, quoi. Les gens ont leur case, ce sont des barons. Et les barons ont une équipe d'affiliés à eux, qui sont effectivement affiliés à eux plus qu'à tout le monde. Et donc, essayer de mettre d'accord
Patrick Poivre d'Arvor et Jean-Pierre Pernaut, c'était de temps en temps difficile. Et en même temps, je voyais qu'il y avait dans leurs yeux, quand je leur parlais, cause toujours, c'est moi qui suis à l'antenne. Ouais, c'est vrai que quand on est à l'antenne... Bon, donc il y avait quand même tout un boulot qui a été important de montrer qu'une chaîne qui devenait privée, puisqu'elle était devenue privée, était quand même de nature à accepter toutes ces obligations publiques telles qu'elles ont été définies par le contrat qui était signé par le CSA. Donc il fallait rassurer quand même le monde politique. Il fallait montrer que d'un seul coup, on n'allait pas devenir une chaîne de distraction uniquement. Et on ne devenait pas à Berlusconi. On a laissé il y avait ça. la 5 à l'époque. On a laissé ça. On a laissé ça à la 5. Et donc, on a essayé de bâtir des émissions politiques, d'être très présent sur ce terrain-là. Et puis aussi d'être très présent sur le reportage, beaucoup plus sans doute, sur le reportage international, beaucoup plus sans doute qu'on l'est maintenant. Parce que nous avions des correspondants à peu près partout. On avait des correspondants en Amérique, en Israël, en Angleterre, à peu près partout dont on se servait beaucoup. C'était l'héritage du service public, un peu. Oui, ça. C'était tout à fait... ça, hein. Mais si vous voulez, ça a été favorisé par le fait qu'il y a eu une clause de départ pour les journalistes qui appartenaient au service public et qui ne voulaient pas être privatisés. Cette clause de départ dans laquelle... Francis Bouygues m'a dit vous donnez le maximum aux journalistes. Alors c'était très facile, non mais je dis ça parce que c'est très facile à ce moment-là de se faire des amis. Oui. Alors que généralement quand vous vous séparez d'un collaborateur, ça devient un ennemi. Hein. Bon, donc il y a 100 personnes à peu près qui sont parties et du coup se sont retrouvés ceux qui étaient là pour faire la preuve que la télévision du privé pouvait être même mieux que celle du public. Donc on était vraiment dans une compétition. On voulait démontrer quelque chose et ça a été quand même des années tout à fait intéressantes, avec difficulté. Mais donc c'était Bouygues qui était le patron de la maison. Mais Bouygues était d'une astuce absolument formidable. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est devenu Bouygues, quoi. Il avait réussi. D'abord, la première fois où je lui avais demandé, avant qu'il ait la chaîne de télévision, mais pourquoi vous voulez avoir une chaîne de télévision ? Il dit, vous apprendrez que quand une occasion de ce genre passe, vous ne la laissez pas tomber. Et il n'y a personne, il ne peut y avoir que des gros groupes pour acheter une télévision. La Gardère était compétitive, donc il ne peut y avoir que des gros groupes. Je suis un gros groupe, je participe à ça, parce que quand même tout le monde se disait, pourquoi est-ce quelqu'un qui construit des maisons... en béton, oui, bien sûr. Béton, il était visionnaire. Après, il y a eu le téléphone, voilà, etc. Donc, c'était un homme très intéressant. Et puis, il y avait un duo de tête qui était Patrick Lelay et Étienne Moujotte, qui était vraiment un très bon duo de tête. Et Patrick étant plus organisationnel et... Étienne ayant gardé les réflexes du journaliste d'Europe 1 qu'il avait été, du patron d'Europe 1 qu'il avait été. Et donc, ça a été quand même un moment difficile, je ne vous le cacherai pas, parce que les égos existent en télévision, que j'en ai pas beaucoup. Et je le dis parce que c'est vrai, quand je me compare. Et ça s'est terminé brutalement pour vous, en plus, cette expérience. Ça s'est terminé brutalement, mais ça devait se terminer brutalement. C'est Pierre Péan qui raconte ça, je crois, dans son livre. Oui, du jour au lendemain, quoi. Hein. Ah oui, du jour au lendemain. Non, mais c'est moi qui l'ai voulu, parce qu'à partir du moment où on m'a proposé un autre poste, c'est vrai que j'avais des plus hauts animateurs... et notamment à Patrick Poivre d'Arvor. Donc c'était entre Patrick qui faisait 40% d'audience à 8h et moi qui disais attention quand même, attention à ce qui se passe, attention à ce qu'on fait, attention à la déontologie. Il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo. Donc j'ai perdu. J'ai mis... je me rappelle, j'ai pris un sac poubelle. J'ai mis mes affaires, mes rares affaires dedans, parce que mon bureau, je considère pas qu'on vit dans un bureau, on s'en sert, mais on n'en vit pas, donc j'avais pas de tableau de maître, oui, dans le bureau, donc j'ai fait après
prévenu ma principale collaboratrice et négocié pour elle une indemnité de départ. Et puis nous sommes partis toutes les deux. Vous allez prendre un taxi, disait Pierre Péan dans son livre, c'est ça. Voilà. On est allé prendre un taxi. Avec le sac poubelle à la main. Le sac poubelle. Écoutez, donc c'est vrai, c'est une vraie anecdote. Je suis très fière de ce sac poubelle. Mais écoutez, moi je trouve ça formidable. Et au fond, j'ai pas tellement souffert. Je me suis dit, le lendemain, je me suis réveillée, je me suis dit, après avoir eu tellement de boulot, comment est-ce que TF1 a été ma vie pendant 4 ans, même plus 5. Donc je me suis dit, comment est-ce que je vais me débrouiller ? Et puis, je ne vais pas vous dire, le jour même, Hervé Bourges m'a appelé pour me dire, je vous donne une émission sur la 2. 2 jours plus tard, le nouvel économiste m'a appelé en me disant, voilà, on refait une formule, venez. Et enfin, j'ai eu RTL, donc vraiment... tout s'est bien passé. Voilà, tout s'est bien passé. Le rapport au pouvoir, parce que vous parliez de l'ERTF au début, avec la pression qu'il y avait du pouvoir gaulliste, voilà. Est-ce que vous avez senti, à votre époque, encore une grosse pression du pouvoir sur les rédactions Oui, parce que c'était nouveau. D'abord, il n'y avait pas beaucoup de chaînes, encore une fois. À partir du moment où il y a 60 chaînes, déjà, tout le monde passe à l'antenne. Quand on calcule le nombre des invités du matin dans toutes les chaînes et de radio et de télévision, ça vous en fait une bonne 50aine. Donc là, quand il y avait 3 chaînes, la bagarre était pour passer au journal télévisé. Et on ne pouvait pas faire passer un député quelconque au journal télévisé. En revanche, on pouvait faire passer les patrons, mais dans ce cas-là, il fallait équilibrer. C'était un jeu vraiment d'équilibre. Mais... ce qui était intéressant aussi, c'est le côté, mais dont je m'occupais pas du tout, mais dont je me suis occupé plus tard à France 2, c'est le côté programme, le côté création que j'ai beaucoup aimé. Et là, j'ai trouvé que à la fois on faisait des choses formidables à TF1 Information, et qu'à la fois, on aurait pu être meilleur. En tout cas, à un moment donné, voilà, j'ai été mise en... on m'a dit votre déontologie, vous pouvez vous la reprendre, et je l'ai reprise. Voilà. Vous l'avez reprise dans ce fameux sac. Avec le fameux sac. Alors Michel Cotta, je trouve qu'il y a 2 adjectifs qui peuvent vous qualifier, c'est le professionnalisme d'une part et la sérénité d'autre part. Qu'est-ce qu'il y a en vous qui fait que vous avez pu avancer dans cette vie sereinement, malgré toutes les difficultés de la vie Sereinement. C'est l'image que vous donnez, la sérénité. Vous jouez bien. Vous jouez bien, c'est la comédienne qui sommeille en vous. Non, je suis quelqu'un de très angoissé, au contraire. D'accord. Mais ça ne se voit pas, heureusement. Comme les faux timides. Non, il y a plus oui, c'est ça. Puis ça s'accentue quand même. Il y a sans doute un moment où j'étais moins angoissée que je le suis maintenant. Ah oui. Donc, et puis j'ai quand même j'ai un amour de la bataille, quoi, de struggle for life. Mais je crois que je n'ai jamais fait quelque chose que je me reproche à quelqu'un. Je crois que jamais de mal à qui que ce soit. Je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit, ça je pense. Et on m'en a pas tellement fait. Au contraire, on m'a fait aussi beaucoup de bien depuis Françoise jusqu'à Bouygues, après tout. Et jusqu'à Marc Tessier pour France 2 après. Non, on m'a fait... Je trouve quand même que ces milieux audiovisuels, le paraître, vous voyez, est essentiel. Le paraître est essentiel. Et par conséquent, enlever à quelqu'un, même provisoirement, son image à la télévision, c'est insupportable. Donc on était, par exemple, à TF1, je me rappelle qu'on était assaillis par, 50 journalistes qui nous demandaient de présenter le 20h. Ah oui. Ou après de nous présenter le 23h. Alors on dit, écoutez, on va faire un 23h par région. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a c'est un milieu un peu spécial, et que peut-être j'étais pas assez autoritaire. De toute façon, pour une femme, vous savez, c'est difficile, l'autorité. Déjà, ça, Françoise m'avait dit ça. C'est-à-dire qu'on peut pas être autoritaire comme un homme. Moi, j'ai connu des hommes, le lait, ils prenaient des colères absolument incroyables. Claude Contamine, qui a été, à un moment donné, il cassait des crayons. Philippe Séguin balançait des parapheurs. Cassait des chaises, lui, paraît-il, même. Mais une femme qui ferait ça, on l'enfermerait.
On l'enferme. On dirait qu'elle est hystérique. Voilà. Alors donc il y a une sorte d'autorité différente que je me suis senti ne plus avoir à la fin. Voilà. Pendant 3 ans, 4 ans, j'étais très bien. Et à la fin, j'ai senti que j'étais borduré. Mais c'est normal, c'est comme ça que ça se passe dans ces chaînes. On reste pas, on n'est pas là pour rester patron de chaîne 20 ans. Encore que Patrick Lelay et Étienne Noujotte sont restés à la tête de ces chaînes. Mais eux aussi ont été débarqués d'une manière absolument incroyable et en 2 minutes. En 2 minutes. Moi, j'ai connu à TF1 des gens qui n'étaient pas des journalistes, mais qui étaient des directeurs, tout ça, qu'on raccompagnait à la sortie, en disant « laissez vos affaires ici, vous laissez tout ici ». À l'américaine. À l'américaine, voilà, c'était à l'américaine. Bon, enfin, vous savez, je préfère encore ça à ces méthodes qui consistent à progressivement vous éliminer, vous envelopper, vous dire « mais vous n'auriez pas envie de… » Je préfère ça, moi c'est clair. C'est carré. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait quand même une belle étoile qui a été tout au long de votre vie, qui était là, qui vous protégeait, ou que même si vous avez beaucoup travaillé, mais qui avait quand même toujours un fil? Parce qu'en fait, c'est ce qui nous apparaît, nous. On a l'impression que l'étoile a toujours été là. Un fil rouge, oui. Oui, l'étoile. C'est vrai que je m'étais dit souvent... le jour où je quitterai TF1, plus personne ne m'appellera, puisque tous les hommes politiques racontent ça, tous les gens racontent que dès que vous n'êtes plus en fond... moi, les téléphones ont continué. Voilà. Je veux dire, par exemple, parce que j'avais des amis, parce que j'avais un très solide clan d'amis proches, et qui ont tout au long de ma vie, d'ailleurs, fait écran, souvent. Maintenant... j'ai une bonne étoile professionnelle, peut-être j'ai eu à certaines occasions une mauvaise étoile privée. Par conséquent, l'un compense l'autre. Mais c'est vrai que peut-être la bonne étoile professionnelle a fait passer le reste. Alors au début de votre carrière, vous le disiez, vous avez bénéficié des conseils de Françoise Giroud. Il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. La période que nous venons de traverser est très particulière. Beaucoup de gens sont déstabilisés. Est-ce qu'il y aurait un conseil parmi vos secrets de fabrication, un conseil que vous pourriez donner à des jeunes ou des moins jeunes qui ont besoin de se remettre en marche, regarder à nouveau la vie d'un autre œil? Oui, moi j'étais profondément troublée pendant cette période quand même, depuis 2 ans, par le désarroi des jeunes. Alors je sais que c'est déjà difficile quand on a 18 ans, qu'on sort du lycée, surtout à Paris, d'entrer dans une fac, parce qu'on n'y comprend plus rien. Moi, j'ai une fille comme ça qui est sortie du bac à 16 ans, qui s'est retrouvée dans une faculté à 17, qui ne savait pas quand ça commençait, quand ça finissait, où est-ce qu'il fait l'horaire des cours, où est-ce qu'on travaillait, comment on travaillait. Et personne ne leur a expliqué. Personne. Alors, dans cette période-là, c'est encore pire. Parce que il y avait à la fois des cours, mais des cours, il faut pouvoir les prendre, les suivre, savoir à quelle heure c'est. Puis c'est une solitude. Ce qui est merveilleux dans nos métiers, dans les métiers d'étudiants, quand on est étudiant, je veux dire, dans l'état d'étudiant, c'est connaître les autres, aller vers les autres, aller vers des gens qui ne pensent pas comme vous bagarrer pour des idées, et en même temps avoir des amis, boire des pots. Donc tout ça leur a été quand même arraché, et je trouve que ça va être très difficile. Alors, Parcoursup vient de donner ses premières orientations, ce qui est déjà pas mal pour eux. Alors je leur dirais de prendre dans les orientations qu'ils ont choisies celle auxquelles ils tiennent le plus, pas forcément celle qui leur rapportera le plus, pas forcément celle qui les amusera le plus tout au long de leur vie. Parce que c'est quand même... On a la chance, et vous aussi, on a la chance d'avoir fait un métier qui nous a amusés toute notre vie. Et ça n'a pas... Quand on regarde... à qui peut-on dire faites un métier, amusez-vous. Amusez-vous. Et on s'amuse que si on aime ce qu'on fait. Donc, je crois qu'il faut dire aux étudiants, si vous avez envie d'être cuisinier, soyez cuisinier.
Parce que soyez, si vous avez envie de faire de l'histoire, allez-y. Mais alors, allez-y carrément. Si vous voulez être agrégé d'histoire, il faut quand même regarder les cours, le Malais Isaac, par exemple. J'exagère. Donc, il y a quand même la notion du travail. Mais il faut qu'ils arrivent à reconstituer des équipes, qu'il y ait des équipes autour des professeurs. On citait, je ne sais pas si on citait tout à l'heure d'ailleurs, mes professeurs de Sciences Po. Oui. Bon, c'était très Raymond. C'était très important, les professeurs. Maintenant, c'est fini. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est fini sans doute depuis que leur autorité a été mise en cause. Il y a eu des événements particuliers à Sciences Po. Les professeurs qu'on aimait, c'était formidable. Moi, je me rappelle avoir assisté à des cours pendant des heures de Raoul Girardet, qui était un professeur très, très à droite et nationaliste, et à la fois de Georges Lavaux, qui était à gauche. Et bon, c'était passionnant. Donc, il faut qu'ils retrouvent un milieu, un échange et une envie. Alors, j'espère que... Parce que perdre 2 ans, ils ont sans doute perdu du temps. Mais enfin bon, quand on a entre 19 et 21 ans, bon, et qu'il n'y a plus de service militaire pour les garçons, on les rattrape, c'est rattrapable. Mais il faut vraiment que l'université marche, et marche tout de suite, et marche à la rentrée très bien, voilà. Or, on voit bien toutes les difficultés, puis il n'y a pas seulement l'université. On sait bien que les inégalités, ça se fait en primaire, hein. Exactement. Alors, quels sont les amusements à venir de Michel Cotta ? Est-ce que vous savez, dans les temps qui viennent, le prochain livre ou autre chose ? Est-ce qu'il y a... Non, écoutez, il y a la continuation d'un métier, ce qui, à mon âge, est quand même relativement rare. Mais là, vous faites comme les comédiens, sacerdoce in aeternum. Ah oui, oui, c'est ça. Voilà. On n'a pas de retraite. Voilà. Voilà, oui, là aussi, c'est bien. Bien sûr. C'est bien. Bon, donc oui, j'ai 2 ou 3 objectifs de journalisme que je ne peux pas révéler, mais qui existent. Et puis... Un livre ? Et puis un livre en préparation. Voilà. Mais pas des mémoires. Voilà. Donc, je suis incapable. Quel est le mot qui peut résumer votre vie à ce jour ? On parlait d'amusement, ce qui était un peu inattendu vous concernant, parce que vous avez une image de quelqu'un d'extrêmement sérieux. On a découvert ça chez vous, ce goût de l'amusement. Pas sérieux du tout. Est-ce qu'il y a un mot que vous diriez, Michel Cotta, dites-nous le mot qui vous définit. Un seul. Allez, 3. 3 au maximum. Allez, 3 mots. La permanente anxiété sur ce que j'écris, déjà. Comme j'écris beaucoup. Finalement, l'attachement au mien et l'attachement quand même à la vie politique. Voilà, je ne m'en suis pas lassé. Beaucoup de gens s'en sont lassés. Moi, je ne m'en suis pas lassé. D'ailleurs, on n'est pas seul, puisqu'on est toute une génération de journalistes qui maintenant sont des vieilles branches, quoi. Et on est encore passionné par ça. Et donc la passion. Oui, la passion d'un métier. Mais les vieilles branches n'est pas un mot péjoratif. Un beau chêne avec des grandes branches, oui, c'est magnifique. Dirait Mitterrand. Mitterrand aurait dit ça. Merci beaucoup, Michel Cotta. Merci à vous d'avoir faire une petite promenade avec nous à travers votre vie. C'est gentil. Merci beaucoup.